Valérie Masson-Delmotte, vous êtes climatologue et directrice de recherche au CEA, au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Au GIEC, où vous étiez coprésidente du groupe de travail 1, vous avez supervisé la rédaction de plusieurs de ces rapports. Vos recherches portent en particulier sur la variabilité climatique passée, et notamment en Europe, dans le Groenland et en Antarctique. Vous êtes lauréate de la médaille d'argent du CNRS en 2019 et vous êtes très investi dans la vulgarisation scientifique. Ça va se sentir, je pense, à travers des conférences, des livres, mais aussi des expositions. Bonjour et merci de votre invitation à intervenir. Donc, c'est une présentation que j'ai ancrée par rapport à l'évaluation, notamment dans les récents rapports du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Je pars avec une des figures de synthèse du rapport du GIEC qui montre le réchauffement planétaire observé, des personnes nées à des moments différents, les évolutions de la température planétaire médiane pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, premier aspect, les risques climatiques vont dépendre de l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'atténuation. Mais vous voyez également que même dans un scénario de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on va en fait vers un réchauffement qui se poursuit pendant plusieurs décennies, d'où la deuxième facette pour limiter les risques, les pertes et les dommages, qui est celle de l'adaptation. Donc c'est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, visant à en atténuer les effets préjudiciables et exploiter les effets bénéfiques. Et dans le monde aujourd'hui, la plupart des actions d'adaptation, elles sont incrémentielles, réactives. On est touché par un événement, on se prépare à mieux gérer la fois suivante, fragmentées, spécifiques à chaque secteur, inégalement distribuées, avec une vraie difficulté à toucher les communautés les plus vulnérables, et avec également la mise en évidence d'effets indésirables, la maladaptation. On a également un décalage entre la planification de l'adaptation et la mise en œuvre. Et le défi est de passer de cette adaptation fragmentée par réaction à une adaptation transformatrice, donc qui modifie les attributs fondamentaux d'un système socio-économique, y compris le cadre juridique, par anticipation du changement climatique à venir. On va passer à la diapo suivante. Je pense que j'ai besoin d'aide technique pour le faire. Donc, ce que l'on voit également, diapo suivante s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Elles sont dominées par l'utilisation des énergies fossiles, 70% de l'effet de serre que nous ajoutons. On peut noter un léger ralentissement des émissions de CO2 liées à la déforestation dans le monde. On peut également noter la poursuite de la hausse des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, avec néanmoins une baisse de ces émissions de CO2 liées aux énergies fossiles en France comme dans 26 pays dans le monde. Et enfin, j'ai souligné le devenir de nos émissions de CO2, pour lesquelles à peu près la moitié s'accumule dans l'atmosphère chaque année et l'autre moitié est reprise par la végétation, les sols, réponse naturelle, mais aussi l'océan, ce qui conduit à son acidification et ce qui souligne l'importance des services que nous rendent les écosystèmes, ici par le stockage de carbone. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, du fait de ces émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, la concentration continue à augmenter dans l'atmosphère, l'accumulation de chaleur dans le système climatique se poursuit et se manifeste par ce réchauffement qui est observé à un rythme rapide. Vous voyez sur la diapo précédente que le niveau de réchauffement planétaire, pour la première fois, atteint 1,5 degré sur l'année 2024. En moyenne, sur 10 ans de conscience climat, il atteint 1,2 degré. Et la réactualisation de l'attribution montre que la partie due aux émissions de gaz à effet de serre, en partie contrebalancée par la partie due à nos rejets de particules de pollution, fait que l'influence humaine sur le climat est égale au réchauffement observé. Aucun facteur naturel n'explique cette accumulation de chaleur dans le climat. Diapo suivante. Donc, un climat qui se réchauffe va affecter la fréquence et l'intensité d'un ensemble d'événements extrêmes, notamment les extrêmes chauds directement. Donc, des événements qui étaient impossibles en climat pré-industriel deviennent possibles. On a également une intensification des sécheresses agricoles. Un climat plus chaud vide plus rapidement les sols de leur humidité lorsqu'il y a un manque de pluie. Et dans certaines régions, notamment méditerranéennes, on a une baisse de la pluviométrie en moyenne. Et enfin, un climat plus chaud dope directement les pluies extrêmes,
C'est connu depuis le 19e siècle. Une atmosphère 1 degré plus chaude peut contenir 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Ce que l'on observe, je vous ai mis les liens vers ce que la communauté scientifique peut faire quasiment en temps réel, c'est-à-dire arriver à discerner sur un événement à fort impact en quoi le changement climatique dû aux activités humaines a augmenté la probabilité d'occurrence ou l'intensité de ces événements. Sur les événements de plus extrêmes récents, en France, en Europe de l'Est, en Espagne, à chaque fois, on arrive à des estimations de l'ordre de 15% de pluviométrie supplémentaire du fait du réchauffement dû aux activités humaines. Et je rappelle que dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes dans des contextes de vulnérabilité élevés au changement climatique. Et déjà, la moitié de la population mondiale fait face plusieurs mois par an à de graves pénuries d'eau. Et là, je veux mentionner la situation dramatique qu'il y a eu à Mayotte, l'absence d'approvisionnement en eau potable, et la situation très difficile actuellement du côté de la Guyane, du fait d'une sécheresse qui empêche notamment l'approvisionnement ou les déplacements pour la continuité de l'accès à l'école. Diapo suivante. Une autre conséquence de cette accumulation de chaleur dans le climat, c'est le réchauffement de l'océan, la fonte des glaciers, une fonte du Groenland, un écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique, qui contribue à l'accélération de la montée du niveau moyen de la mer, qui se faisait au rythme de 2 mm par an dans les années 90 et qui est passé à plus de 4 mm par an. On commence à en voir les effets: inondations chroniques à marée haute, record de niveau marin lors des tempêtes et effets sur la submersion. Notamment, ce n'est que le début. On a également des conséquences sur la salinisation des ressources en eau pour les littoraux. Diapo suivante. Le décalage entre les besoins d'adaptation pour le climat actuel et l'adaptation réellement mise en œuvre entraîne une généralisation d'impacts et de pertes et dommages qui touchent à des aspects fondamentaux de la sécurité humaine: la production agricole, la disponibilité en eau, la santé, le bien-être, les villes et les infrastructures, notamment du fait des inondations, mais aussi le vivant, et Franck en parlera. Je veux mentionner notamment que les aires climatiques propices à des vecteurs de maladies se déplacent, et de ce fait, pour la France, on a maintenant des moustiques tigres qui peuvent être vecteurs de la dengue. On a des maladies transmises par des moucherons, les culicoïdes, qui touchent très durement l'élevage de bovins et d'ovins. Et donc, ce sont aussi des conséquences indirectes via, en fait, ces vecteurs de maladies. On a perdu en 10 ans en France la moitié du puits de carbone des forêts gérées. C'est une contrainte, l'absence de résilience des forêts, sur l'utilisation de biomasse et sur les stratégies également d'atténuation. Donc, je veux souligner en fait l'articulation nécessaire entre ces deux dimensions qui a amené à réactualiser les projections de biomasse pour la stratégie française bas carbone. Ça n'est pas encore le cas pour le Green Deal européen. Donc, à retenir, ces impacts et dommages sont dus à un ensemble de facteurs climatiques, des tendances, des événements, des extrêmes, qui dépassent des seuils de tolérance de système et qui vont continuer à s'amplifier à mesure du réchauffement planétaire. Diapo suivante. Donc, l'enjeu est de construire des trajectoires vers la soutenabilité de développement qui intègrent atténuation, adaptation et l'ensemble des objectifs de développement durable, avec ces interactions entre les changements socio-économiques, leurs effets sur les émissions, l'utilisation des terres, les incertitudes associées à la réponse du climat et des puits naturels de carbone qui vont façonner le niveau de réchauffement planétaire à venir, qui vont affecter les facteurs générateurs d'impact, mais les risques vont aussi dépendre de nos réponses, de nos actions, notamment qui permettent ou non de réduire exposition et vulnérabilité. Cela a déjà été souligné tout à l'heure, des réponses inadéquates peuvent devenir des risques. Une atténuation qui n'est pas pensée comme une transition juste peut présenter des risques sociaux ou économiques. Une atténuation qui augmente la pression sur l'utilisation des terres peut saper en fait la sécurité alimentaire, en plus des effets liés au changement climatique. Des interventions délibérées sur le climat planétaire, la géo-ingénierie, dans les rapports du GIEC, est évaluée à l'angle de nouveaux risques avec des questions très particulières d'éthique et de gouvernance. Diapo suivante. Donc, pour revenir aux enjeux de l'adaptation, une stratégie bien pensée d'adaptation, elle demande plusieurs aspects. Diapo précédente. Donc, elle demande en fait d'éviter la maladaptation, c'est-à-dire
des interventions pour s'adapter au climat actuel ou anticipé qui auront des conséquences négatives, par exemple des émissions de gaz à effet de serre, une vulnérabilité accrue ou des déplacements de vulnérabilité, par exemple, sur les écosystèmes ou les personnes les plus vulnérables. On n'a pas aujourd'hui dans le cadre juridique en France de définition de la maladaptation. C'est important de le faire pour évaluer ce risque. Deuxième chose, les limites à l'adaptation. Chaque mesure, finalement, elle peut s'intégrer dans des trajectoires d'adaptation, mais chaque mesure présentera des limites. Ces limites, c'est le point où les objectifs que l'on aura par rapport à des risques tolérables ne pourront plus être assurés par des actions adaptatives. Anticiper ces limites à l'adaptation est fondamental pour éviter en fait une aggravation des pertes et dommages, ce qu'on appelle les risques résiduels, ce qui persiste après les efforts d'atténuation ou d'adaptation. Cet aspect-là est très peu présent dans la planification de l'adaptation au changement climatique en France, l'anticipation des limites aux mesures d'adaptation. Diapo suivante. Donc, les points importants à retenir, c'est que le niveau de réchauffement à venir va dépendre du cumul, en premier lieu, des émissions de CO2 à venir. Il sera stabilisé, ce réchauffement, lorsqu'on atteindra des émissions net zéro de CO2 dues aux activités humaines. On ne compte pas la réponse naturelle des puits de carbone. Net zéro, c'est dû aux activités humaines. On a une incertitude plus grande au-delà de 2050, par exemple sur la perte d'efficacité de la réponse naturelle des puits de carbone. Et donc, dernière chose, plus le climat se réchauffe, plus certaines options d'atténuation ou d'adaptation vont être limitées ou contraintes. On perd en fait des cordes à notre arc pour faire face au changement climatique. Diapo suivante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les efforts d'atténuation? En trait foncé, vous avez les politiques publiques actuelles mises en place dans le monde, des émissions qui seraient stables, qui stagneraient pendant plusieurs décennies, un cumul des émissions de CO2 qui continuerait à augmenter, un climat qui continuera à dériver. Et ça, sur la réponse médiane, ça nous amène vers 3 degrés dans le monde en fin de siècle, 4 degrés en France. Mais on ne peut pas exclure comme une éventualité de probabilité plus faible, avec la plage haute de la réponse du climat, un réchauffement mondial plus fort. Donc, quand on s'intéresse à des infrastructures, par exemple, à faible tolérance au risque, il faut regarder l'ensemble du spectre, que ce soit au niveau planétaire, français, ou pour les facteurs générateurs d'impact. Et vous voyez donc les promesses en orange, les promesses conditionnelles en rouge des différents pays, qui, si elles se réalisent, permettent de réduire les émissions et de limiter le réchauffement plutôt vers 2,5 degrés en fin de siècle. Et enfin, si les objectifs affichés de neutralité carbone français, européens, chinois, indiens à horizon 2050, 60, 70 se réalisent, ce qui va dépendre de l'action dans les décennies à venir, alors on pourrait contenir le réchauffement sous 2 degrés en fin de siècle. D'où l'importance de l'action d'atténuation sur la période de cette décennie et de la suivante, par rapport aux conséquences, aux besoins d'adaptation, au risque de dépasser les limites d'adaptation dans la seconde moitié de ce siècle. Diapo suivante. Donc, en ce qui concerne la réflexion sur l'adaptation, il est important qu'elle soit informée, pas uniquement par une trajectoire moyenne de réchauffement, mais aussi parce que ce qu'elle implique sur la fréquence, l'intensité, par exemple ici des extrêmes chauds. Et le GREC francilien a par exemple travaillé sur un monde 2 degrés plus chaud vers 2050, où atteindre 50 degrés de température à Paris devient possible, rare, mais possible, et ce qui demande de réfléchir aux vulnérabilités dans ce cas-là pour pouvoir agir maintenant et s'y préparer pour des infrastructures névralgiques. Diapo suivante. Donc on a en fait des projections similaires, par exemple pour les pluies extrêmes, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, on s'attend à une intensification des pluies extrêmes et on a besoin de méthodes pour intégrer ces connaissances, notamment pour le dimensionnement des infrastructures d'assainissement, de gestion de l'eau, pour la prévention des risques d'inondation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On ne regarde que dans le rétroviseur. Diapo suivante. Donc, si l'on regarde les risques clés en Europe ou pour les petites îles, on peut identifier pour une région particulière, avec son exposition, ses vulnérabilités, quels sont les risques clés pour nous? Ce sont les extrêmes chauds pour la santé, pour les écosystèmes, les risques de perte de production agricole, les risques liés aux situations de pénurie d'eau et un ensemble de risques d'inondation. On a des particularités pour les petites îles.
sans même tenir compte de la dimension liée à la vulnérabilité, à la pauvreté. Et je note que dans le plan national d'adaptation au changement climatique en consultation, la dimension de pauvreté, la dimension de vulnérabilité particulière est quasiment absente. Diapo suivante. Alors là, c'était pour une adaptation faible à moyenne. Et ce que vous voyez, c'est qu'en Europe, le risque d'inondation, il augmente avec le niveau de réchauffement planétaire, mais il peut être contenu dans une certaine mesure si l'on investit sur l'adaptation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire construire des trajectoires d'adaptation avec un aspect de protection, la réactualisation des ouvrages de protection comme les digues qui prend du temps, les mécanismes d'assurance, mais aussi leurs limites. On voit aujourd'hui des limites à l'assurabilité sur certaines communes, toutes les pratiques d'accommodation à l'échelle individuelle, mais aussi en s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, et puis tout ce qui est évitement, donc ne plus construire en zone inondable, restauration, par exemple, déménager des plaines inondables à terme comme un repli planifié. Et on voit en fait la réflexion à porter sur ce que sont les trajectoires d'adaptation, les mesures que l'on veut mettre en œuvre, infrastructures, filets de protection sociale, solutions fondées sur la nature, avec le besoin d'éclairer ces choix en identifiant les co-bénéfices et les effets indésirables, les dimensions liées à l'équité, et enfin le besoin d'évaluation de la faisabilité et l'efficacité de ces mesures et ces trajectoires, d'où l'importance de cette approche de coproduction, le rôle de la recherche pour éclairer ces choix. Diapo suivante. Alors j'ai repris la question de la montée du niveau de la mer pour illustrer finalement qu'on a des projections médianes en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2100, 2150, 2300 et au-delà. Et on a aussi la possibilité d'éventualités, de probabilités d'occurrence difficiles à quantifier, instabilité de certains secteurs de l'Antarctique par exemple, mais dont les impacts seraient considérables. C'est la courbe en pointillé en rouge, un scénario haut physiquement plausible. Ça commencerait à avoir des effets au-delà de 2050. Et sur des infrastructures critiques, sur des investissements à long terme, on ne peut pas se satisfaire de prendre uniquement les projections médianes. On doit intégrer aussi ces éventualités de probabilité d'occurrence plus faibles, mais si on ne les anticipe pas, qui nous conduiraient à des impasses. Et la question de la montée du niveau de la mer, elle pose aussi la question de la planification à long terme, sachant que différents leviers d'action ont différents calendriers de mise en œuvre, mais aussi des limites pour un niveau de la mer qui monte très vite. Diapo suivante. Au niveau mondial, on a un objectif mondial d'adaptation, donc suite à la COP28, qui est décliné avec 6 grandes priorités. La santé et les systèmes de santé résilients, l'approvisionnement en eau et l'assainissement résilient, l'accès à l'eau potable, la production alimentaire et l'alimentation, la nutrition résilient, abordable, l'adaptation fondée sur les écosystèmes avec tous les enjeux dont Franck abordera les dimensions spécifiquement, faire en sorte que la lutte contre la pauvreté soit résiliente dans un climat qui se réchauffe, avec tout l'enjeu de mesures de protection sociale adaptives, spécifiquement centrées sur la pauvreté, les dimensions patrimoine-culture, avec également les savoirs locaux et autochtones, et enfin les infrastructures et les établissements humains résilients, la continuité des services essentiels. Donc il y a un calendrier qui est proposé. Moi, ce qui m'a frappé en regardant la planification de l'adaptation en France, qui est ouverte à consultation, c'est que 2 dimensions manquent, la partie pauvreté, nettement, et enfin le fait de penser ces stratégies d'adaptation en tenant compte de la dimension de genre ou de l'égalité homme-femme. Par exemple, les femmes âgées sont disproportionnellement vulnérables à la chaleur extrême. Elles sont plus susceptibles d'une mortalité élevée. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique suite à un cas porté par des femmes âgées suisses. C'est un exemple spécifique, mais qui illustre l'importance de cette dimension. Diapo suivante. Et donc, dans les documents de la Convention climat, vous avez 3 documents qui peuvent être pertinents pour vos réflexions. Le premier, c'est une réflexion sur ce qu'est une adaptation transformatrice, sa pertinence, comment elle permet d'engager des changements systémiques et non pas d'avoir des effets de verrouillage sur des pratiques actuelles qu'on veut faire persister plus longtemps, mais qui peuvent nous mettre le dos au mur. La profondeur de cette adaptation, la vitesse, l'échelle, les champs d'application, et enfin la soutenabilité de cette adaptation elle-même, sa robustesse, sa résilience et son adaptabilité. Le deuxième volet, c'est la pertinence des indicateurs. On peut imaginer plein d'indicateurs pour l'adaptation au changement climatique, mais il ne faut pas oublier le fond.
le renforcement de la capacité d'adaptation, l'accroissement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité. Ça, ce sont les objectifs fondamentaux. Et il est essentiel que les indicateurs ne suivent pas simplement le nombre de communes qui font quelque chose, mais qu'elles portent vraiment sur la qualité de l'action mise en œuvre pour s'assurer de son efficacité. Et cela demande la disponibilité de données. Ça demande aussi la capacité à aborder les aspects transfrontaliers, un point important. Et dernier volet, le déficit de financement pour l'adaptation, un des points durs en ce moment à la COP29. On estime en fait que les besoins dans le monde sont de l'ordre de 387 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les financements publics actuels ont augmenté, mais restent seulement à la hauteur de 27 milliards de dollars par an. Et je termine sur la diapo qui vient maintenant. Par rapport aux enjeux spécifiques pour la France, donc la France, elle est particulièrement exposée. Les dernières années ont montré des effets très lourds en termes de santé publique, d'approvisionnement en eau, de perte de production agricole, très importante, la question de l'habitabilité de certains territoires, des vulnérabilités importantes, des discontinuités d'accès à l'éducation, des inégalités d'exposition, des limites de capacité d'adaptation, des coûts économiques croissants et les questions posées par la mutualisation de risques et l'assurabilité. Et donc, je reprends certaines des recommandations du Haut Conseil pour le climat. Avoir des outils de suivi des impacts. Aujourd'hui, c'est le Haut Conseil pour le climat qui, tous les ans, essaye de faire un suivi des impacts. On a le reporting des assureurs, mais le reste, les pertes et dommages non assurés. Il y avait eu une étude forte post-Xynthia. On pourrait le faire, par exemple, sur les inondations récentes ou les sécheresses récentes. On a besoin d'avoir un autre cadre que ce que peut faire le Haut Conseil pour le climat sur le suivi des impacts, des pertes et des dommages. On a besoin d'une réactualisation de l'évaluation des vulnérabilités et des risques. Le rapport Jouzel de 2014 n'a pas été réactualisé depuis, alors que d'autres pays se sont dotés en fait, d'évaluations nationales qui font aussi le suivi de l'adaptation. La question de la capacité de financement soutenable pour anticiper le coût des impacts et de l'adaptation est fondamentale. On a également besoin de renforcer les mécanismes de prise de décision robustes devant l'incertitude, en tenant compte des éventualités à fort impact. On a besoin de mieux éclairer les options d'adaptation, pas simplement un cadre de planification, mais chaque option, sa faisabilité, son efficacité, ses limites, pour éclairer les trajectoires. On a besoin d'un cadre juridique favorable à une adaptation transformatrice. Et enfin, penser ces transitions de système qui intègrent adaptation, atténuation et soutenabilité. Merci.